Alors, bonjour à tous et puis merci de nous avoir préférés donc, au soleil et on va essayer de ne pas vous faire regretter ce choix. Donc la table ronde de cet après-midi, ça va porter sur les droits humains en Afrique. Vaste programme. On va essayer de faire des ponts aussi avec la table ronde qu'on vient d'entendre. Moi, je vais vous présenter l'ensemble des intervenants qui vont être avec moi ici. Donc, je vais modérer les échanges. André-Franck Aoyo, à ma gauche, qui est délégué général du Fonds Urgence Identité Afrique, consultant international et chargé d'enseignement à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Ensuite, je vous présente Assatou Ba-Minte, à ma droite, qui est responsable du bureau Afrique à la Fédération internationale pour les droits humains, la FIDH. Gérard Grisbeck, journaliste, qui est chercheur associé à l'IRIS, qui a été chef du service de politique étrangère pour RFI et RMC, grand reporter à France 2 et correspondant en Afrique. Et Laurent Larcher, qui est journaliste, responsable de la rubrique Afrique au journal La Croix, et qui a couvert vraiment tout un tas de conflits, à peu près tous les conflits depuis l'ex-Yougoslavie jusqu'à aujourd'hui, et dans les 10 dernières années, vraiment avec un focus africain fort. Donc, je reviens à l'objet de cette table ronde. Y a-t-il une spécificité africaine à la question des droits de l'homme ? Je pense que ça vaut la peine de se poser la question, parce qu'on marche un peu toujours sur des œufs quand on évoque les traits culturalistes pour expliquer certaines situations qui se passent dans les pays africains. Il y a un tel imaginaire, si vous voulez, qui est associé à ce continent, qu'il faut vraiment être précautionneux ici quand on explique les choses. Donc ce que cette table ronde va essayer de faire, c'est vraiment de proposer un état des lieux sur la situation et puis surtout des pistes de réflexion sur comment aborder ce sujet d'une manière qui soit la plus concrète possible, en prenant en compte bien sûr la diversité des contextes sociopolitiques, parce qu'il est évident que vous avez tout un tas de pays africains, il n'y a pas le même modèle d'organisation politique. Il y a bien sûr l'influence des acteurs locaux qui n'est pas la même au niveau du contexte micro-local en fonction des balances de pouvoir. Et bien évidemment, vous avez le poids de la religion, le poids de la culture, le poids de la coutume qui vraiment varie aussi en fonction des sociétés et puis des jeux d'acteurs, tout simplement. Donc, il faut aussi garder en tête, je pense, tout le long de cette table ronde, et je crois que la table ronde qui nous a précédé a déjà commencé à aborder ça, mais il faut vraiment garder en tête que ces normes en matière d'universalité des droits humains, ça a été largement, j'allais dire, insufflé d'en haut. Il n'y a pas de jugement de valeur en disant ça, mais c'est une réalité. Ça a été insufflé par le haut, par les démocraties libérales, et que ça pose donc la question de savoir comment ces normes, elles vont être transcrites, comment elles vont être transposées dans les cadres juridiques nationaux des États africains, et puis quelle est la marge de manœuvre finalement de ces États par rapport à toute cette codification qui existe, et puis aussi. Là, je me place du côté de la société civile. Quelle est aussi la marge de manœuvre des acteurs de la société civile pour justement faire partie un petit peu de ce façonnement de normes à l'échelle de leur pays et du coup, quelle est la marge de manœuvre? Je pense que ces questions-là, elles sont fondamentales à la fois du point de vue des États et puis à la fois du point de vue, j'allais dire, des acteurs par le bas, parce que tout le monde a une marge de manœuvre et donc c'est ça aussi qu'on va essayer vraiment de mettre en évidence dans cette table ronde. Moi, je voudrais vraiment vous proposer de commencer par discuter d'un droit qui, pour moi, me paraît fondamental. Enfin, je ne sais pas si on peut hiérarchiser les droits humains, mais en tout cas, de ce droit-là, si vous voulez, découle tout un tas de droits fonctionnels. Travailler, se loger, se soigner, passer ses examens. Et c'est tout simplement le droit à l'identité. Si vous voulez, ce droit d'avoir un certificat de naissance, ce droit d'avoir une carte nationale d'identité, ce n'est pas un dû dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup de débats autour de là. Et je voulais me tourner vers André-Franck, parce que c'est vrai que c'est un petit peu son cheval de bataille avec la casquette qu'il a au niveau de
de l'ONG Urgence Identité. Et donc, je vous propose de commencer les échanges, André Franck, et de croiser ensuite, bien sûr, les points de vue. Donc, où est-ce qu'on en est sur cette question-là en Afrique, sur cette question d'identité, de manière vraiment très, très concrète? Quels pays sont les plus affectés? Parce que j'imagine qu'il y a une diversité de situations. Et quels sont les freins existants, finalement, pour assurer ce service qui est quand même assez élémentaire? Voilà. Merci Magali. Bonjour à tous. D'abord, c'est un plaisir d'être ici. Je voudrais faire d'abord un petit clin d'œil à M. Pascal Boniface, qui a eu le plaisir, l'honneur de m'inviter à cette table ronde, et toute l'équipe d'IRIS qu'il dirige, bien sûr à l'école Néoma qui nous accueille aujourd'hui, pour dire ceci. C'est vrai que le droit à l'existence légale, c'est le premier droit de tout être humain sur la Terre. Et ce droit est incarné aujourd'hui par la détention d'un document crucial qu'on appelle l'acte de naissance ou le certificat de naissance dans certains pays. Or, ce droit, qui est promu par toutes les conventions internationales, que ce soit la Déclaration internationale des droits de l'homme, la Convention universelle des droits de l'homme de 1948, par le Pacte international des droits civils et politiques de 1966, par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989, par la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 1999, par également les ODD, les objectifs du développement durable qui ont été mis en place en 2015. Et donc, il y a un objectif qui s'y rattache, un objectif précis, c'est le 16, l'objectif 16, la cible 9, qui enjoint tous les États d'ici 2030 à faire en sorte qu'on détienne tous une identité juridique grâce à l'enrichissement des naissances. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, et je vais revenir sur les faits réels, c'est pourquoi je faisais un petit clin d'œil à M. Boniface quand il parlait tout à l'heure en faisant référence à la réelle politique, c'est de dire quelle est la réalité sur le continent africain. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons plus de 95 millions d'enfants africains de 0 à 5 ans, et ça, ce sont les chiffres de l'UNICEF, prenez les derniers rapports, le rapport de 2020, qui a donc plus de 95 millions d'enfants de 0 à 5 ans qui n'ont pas été déclarés à la naissance et donc, a fortiori, ne possèdent pas d'acte de naissance. Dans le monde, pour donner ces chiffres réels, dans le monde, même si ce sont des estimations, parce qu'on pense que les chiffres sont beaucoup plus importants, dans le monde, c'est à peu près 166 millions d'enfants répartis essentiellement en Afrique et en Asie du Sud. C'est les deux continents les plus impactés, même si on trouve quelques, ce phénomène également en Amérique latine ou dans certains pays européens, notamment avec certaines populations, les Roms notamment, les Tziganes, qui sont des populations nomades. Et qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'on n'arrive pas justement à endiguer ce fléau? Je crois qu'il y a 3 éléments. Je vais insister sur 3 éléments. Après, je laisserai la parole aux autres, puisque l'idée, c'est d'avoir un tableau d'enclencher la discussion. Le premier, c'est quand même la perception traditionnelle de l'enfance, qui est très persistante en Afrique, où la plupart des familles considèrent l'enfant comme un non-sujet de droit. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une omniprésence qui est bien ancrée des violences faites aux enfants. Et l'enfant, à la limite, c'est la personne ou l'individu qui est relégué lorsqu'il y a des discussions familiales, qui n'y participe pas, ou du moins, on n'entend pas sa voix, on ne souhaite pas entendre sa voix. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que la réalisation des droits de l'enfant, donc le fait d'être déclaré à la naissance, elle est tributaire du comportement des parents. Elle est tributaire du comportement de la famille et elle est tributaire du comportement des autorités politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'état civil, pour aller faire votre déclaration d'état civil, c'est d'abord votre parent, votre mère ou votre père qui va vous déclarer à l'état civil et qui va donc permettre d'octroyer ce premier droit à partir duquel vont découler tous les autres droits et la jouissance de vos libertés fondamentales. Or, ce qu'on constate, c'est que dans la plupart des cas, on a beaucoup de familles en Afrique qui, soit pour des questions d'ignorance, pour des questions d'analphabétisme, pour aussi parce que ça les arrange dans certaines contrées de ne pas identifier leurs enfants parce qu'on a en prévision éventuellement de les marier précocement.
de ne pas pouvoir les déclarer à l'état civil pour pouvoir le faire. Et aussi, vis-à-vis des autorités locales, on sait bien que l'état civil, ce n'est pas seulement l'enregistrement de la naissance, hein, bien sûr. Ça va de la naissance jusqu'au décès. Donc, les faits d'état civil parcourent toute la vie de l'individu. La naissance, la mort fœtale, la reconnaissance, le divorce, le mariage, et voilà, plein de choses qui sont prises en compte. Or, tous les états civils africains sont des états civils à trous. C'est-à-dire, au mieux, vous avez l'enregistrement de la naissance et du décès. Et même même en cas de décès, on n'indique pas la cause de votre décès. Or, tous ces éléments qui sont contenus dans l'état civil devaient favoriser la production de statistiques qui doivent alimenter ou définir les politiques publiques. Aujourd'hui, on est incapable, et avec les chiffres qu'on a aujourd'hui par rapport à cette situation, on est incapable d'avoir la situation réelle de la population africaine, de savoir combien d'enfants vont être scolarisables à un tel nombre d'années, combien de centres de santé il va falloir programmer pour contenir donc, les phénomènes de démocratie. Et donc, ça a tellement de conséquences qu'on se dit que le problème est insoluble. Mais non, vous allez voir autour de cette table ronde, je ne suis pas là pour, je ne suis pas défaitiste, bien au contraire. C'est grâce à vous, grâce à votre action, vous qui êtes la jeune génération, qu'on va pouvoir bouger les choses, une expression africaine, faire bouger le cocotier, pour que des actions hardies soient mises en place. Voilà. Troisième point, donc pour terminer mon propos, c'est qu'au niveau de la mise en place de l'état civil ou de la réalisation des droits fondamentaux et notamment de toutes les conventions internationales qui ont été ratifiées par les États africains, pour qu'elles soient applicables dans les États, il faut qu'il y ait des lois nationales de transposition, qu'on transpose ces droits dans l'ordre juridique interne. Or, la plupart des pays africains sont réticents ou traînent les pas, c'est ce qu'on constate. Ce qui fait que la législation ou les législations internes des pays africains, même lorsqu'elles sont en phase ou du moins elles ont ratifié ces conventions internationales, dans la plupart des cas, sont inadaptées au contexte international. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce phénomène, ce fléau d'enfants, ce qu'on appelle d'enfants fantômes, d'enfants sans identité légale, est un fléau voilà, qui est sur le continent, qui est une tâche sur, les manquements des États africains en particulier, et du soutien que peuvent leur apporter certaines organisations internationales lorsque, éventuellement, il y a une volonté politique des pays africains de s'attaquer à ce phénomène. Voilà. Je vous remercie André Franck. Merci beaucoup. Vous évoquez effectivement cette question de l'identité qui est centrale. Il y a des discussions autour de la gratuité. Il y a je me rappelle en 2019, même l'Assemblée parlementaire francophone qui est majoritairement composée de pays africains, s'était prononcé contre en fait la gratuité de l'état civil, ce qui peut faire un peu lever quelques sourcils, mais qu'on comprend aussi quand on dissèque et quand on comprend aussi que l'état civil c'est aussi une forme de revenu pour les collectivités territoriales et que si on pense à cet état civil sans compensation financière pour ça, c'est toute une chaîne aussi qu'il faut comprendre pour arriver justement à comprendre tous les enjeux. Alors je me tourne pour le coup vers la table. Je ne sais pas qui veut réagir sur cette question d'état civil, mais on peut aussi prendre quelques moments pour en parler. On peut aussi aborder un autre thème. Oui, vas-y, Assatou. Est-ce qu'on m'entend? Ça va? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Peut-être juste pour rebondir un peu sur le constat, je pense qui est assez clair, sur en tout cas des initiatives qui existent actuellement sur le continent. Merci, c'est mieux. Qui existent actuellement sur le continent, notamment de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui travaille beaucoup sur la question du droit à la nationalité. Parce que ce qui est aussi l'alter ego en fait, de cette question, c'est l'apatridie. Le fait que aussi beaucoup de personnes, y compris des enfants, sont en fait
quelque part rejetés, n'ont pas accès à avoir ne serait-ce qu'une nationalité, donc de pouvoir se retourner vers un État. Et c'est le cas notamment des populations qui sont parfois déplacées ou réfugiées dans des situations de crise et de conflit. Donc il y a ce projet de protocole additionnel à la Charte africaine qui prévoit de l'inscrire et de le consacrer et de permettre aussi aux États de quelque part, enfin de les tenir responsables surtout, pour la société civile en tout cas, de pouvoir actionner cet instrument, mais qui reste encore malheureusement encore à l'état de projet. Et enfin voilà, c'est un travail un peu au long cours. Donc juste un petit commentaire là-dessus. Merci beaucoup Assatou. On peut peut-être aussi rebondir aussi sur ça. On peut aussi parfois se demander, et je crois que il faut se demander, il faut être critique envers ses propres conceptions. On peut se demander si parfois certains discours, certaines approches ne sont pas contre-productives, soit parce qu'elles sont peut-être, elles arrivent peut-être pas dans une bonne temporalité, soit parce que le contenu est peut-être pas forcément adapté, à la situation en question. Et c'est vrai. Enfin, je me tourne vers vous, Gérard. Vous étiez au Sénégal quand Obama avait prononcé son discours sur l'homosexualité. Et alors au Sénégal, je rappelle, le Sénégal a aboli la peine de mort, les États-Unis non. Et donc il y a ce grand discours d'Obama qui effectivement. Alors comment ça a été perçu pour le coup, vous qui étiez là-bas, et quels sont les effets, les impacts que vous avez pu observer? Oui, merci. Bonjour à tous. Effectivement, ce sont deux mondes qui s'affrontent, ces deux visions. Il y a donc ce voyage d'Obama, le premier président noir des États-Unis, qui va à l'île de Gorée, qui est cette île qui est au large de Dakar, qui est devenue un symbole de ce qu'a été l'esclavage, même si sans doute peu d'esclaves sont partis de là, parce que quand on est sur la maison des esclaves, avec cette porte qui s'ouvre sur l'océan, on comprend bien que s'ils partent l'un après l'autre, l'esclavage n'aurait pas été aussi important que ce qu'il a été. Évidemment, l'essentiel des esclaves sont partis du Ghana, où là, il y a une large possibilité d'emmener les gens vers les Amériques. Donc, Obama sort de cette visite bouleversé, parce qu'effectivement c'est un endroit qui est bouleversant. Il fait une conférence de presse commune avec Macky Sall, le président sénégalais, et vous savez, dans ces sommets ou dans ces voyages de deux pays, les journalistes qui suivent les différents présidents ont droit au moment de la conférence de presse commune à 2 questions chacun, parce que sinon c'est des conférences de presse avec une centaine de journalistes qui peut durer des heures. Donc c'est 2 questions, des fois une seule question pour chaque pays. Là c'est 2 questions pour chaque pays, donc du côté américain et du côté sénégalais. Alors on se met d'accord en allant voir la personne qui va poser la question pour lui dire moi je pense que c'est cette question qui est importante. Et il se trouve que la première question, elle est posée par une journaliste américaine qui, je comprends parfaitement, pose une question qui intéresse son pays. C'est-à-dire que la veille, la Cour suprême américaine a accepté le mariage pour tous. Donc elle pose la question à Barack Obama pour lui demander une réaction, puis par la même occasion, évidemment, elle pose la question à Macky Sall. Au Sénégal, l'homosexualité est punie par la loi de 7 ans de prison. Donc Barack Obama dit que c'est formidable, que c'est bien, que ça va dans le sens de l'histoire, de la démocratie, de l'égalité des droits entre chacun, etc., etc. Évidemment, Macky Sall est plus ennuyé. Et il dit, chacun a sa culture, chacun a son histoire. Vous, par exemple, président américain, chez vous, il y a toujours la peine de mort. Chez nous, non, c'est fini. Donc voilà. Il sort un peu avec une pirouette. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Parce que au Sénégal, comme partout, évidemment, il y a une communauté homosexuelle. Alors, elle ne s'affiche pas. Mais chacun sait que dans tel quartier, dans telle boîte de nuit le soir, les jeunes se retrouvent là et on ferme les yeux. Évidemment, après une telle intervention, qui immédiatement est reprise par un certain nombre de responsables politiques, mais aussi religieux, le Sénégal est un pays musulman, avec des confréries importantes, à commencer par la confrérie des Mourides, qui sont extrêmement conservateurs sur le plan des mœurs, et qui montent au créneau, justement, sur cette question de l'homosexualité. Et de coup,
on arrive à un effet exactement inverse, c'est-à-dire que dans les jours qui ont suivi, bien, il y a eu des arrestations, il y a eu des descentes dans ces boîtes de nuit. Macky Sall a voulu montrer qu'il était capable de réprimer, etc., etc. Donc, effectivement, on a un peu un revers de la médaille, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'expliquer qu'on est pour la démocratie, etc. Il faut aussi peut-être pouvoir tenir compte de l'état de l'opinion publique, de ce que ça veut dire. Au Sénégal, qui est quand même une société assez tolérante, bon, ça s'est passé comme ça. Dans d'autres pays africains, ça a été beaucoup plus dur. En Ouganda, il y a eu une chasse aux homosexuels, avec dans la presse leurs noms, quasiment leurs adresses, en tout cas l'adresse des lieux dans lesquels ils se retrouvaient. Il y a eu des lynchages. En Afrique du Sud, parce que juste après son voyage au Sénégal, Obama est allé en Afrique du Sud. Alors, Afrique du Sud, c'est génial, c'est formidable. Depuis 2006, si je me souviens bien, il y a le mariage pour tous, c'est le seul pays africain, c'est le premier, etc. En Afrique du Sud, il faut savoir que régulièrement, on viole des lesbiennes parce qu'elles sont lesbiennes. Donc, c'est pas parce que la loi a dit que et permet que tout est réglé. Donc, et en plus, j'ajouterais, pour pas être long, que très souvent, on s'est rendu compte que finalement, ces débats en Afrique sur l'homosexualité étaient beaucoup un débat américano-américain, c'est-à-dire entre le courant progressiste américain, porté en particulier par Obama, mais d'autres évidemment, et puis les évangéliques américains, c'est-à-dire toute cette église protestante extrêmement conservatrice, très développée en Afrique, qui taille d'ailleurs des croupières aux catholiques, et qui ont une grosse influence, qui sont en bagarre ouverte contre tout libéralisme nouveau en termes de mœurs, etc. Et on s'est rendu compte que finalement, c'était aussi ça derrière qui était en jeu. Alors après, il y a aussi la politique des États. Bon, bah, c'est toujours bien quand on a des difficultés sociales, politiques, d'essayer de trouver un bouc émissaire. Hein. Ça peut être les juifs, ça peut être les musulmans. Bah là, c'est les homosexuels. On trouve un moyen de mobiliser la société, mais on assiste effectivement à des lynchages. En Afrique du Sud, on a vu ça, donc en Ouganda, on l'a vu aussi dans d'autres pays africains. Et finalement, ce discours de Barack Obama n'a pas ouvert dans cette discussion, mais au contraire, d'une certaine façon, l'a fermé. Il y a environ la moitié, je crois que c'est 28 pays africains qui condamnent l'homosexualité. Alors, certains, c'est juste une condamnation, j'allais dire juste entre guillemets, de 7 ans, c'est pour le Sénégal. Certains, c'est à perpétuité. Pour certains, c'est la peine de mort. Donc, cela dit, elle n'est pas vraiment appliquée, heureusement. Mais on voit bien que là, il y a une différence et qu'on est face à une idéologie libérale qui peut-être est confrontée à des structures de ce qu'est une société, de ce que sont les gens, leur évolution personnelle, et qui ne va pas exactement au même rythme que peut-être qu'on voudra avoir, mais qui pose des problèmes politiques. Je vous remercie, Gérard, pour cet éclairage. Moi, ce que j'entends et ce que je fais remonter, c'est aussi le fait qu'on voit là vraiment la limite du politique. Enfin, le politique, on a tendance souvent à l'idéaliser, à penser que le droit transpose de haut en bas sans problème, ça dégringole, ça dégouline. Et en fait, c'est un peu aussi la grande illusion, parce que ce qui est montré aussi au Sénégal, hein, c'est vraiment une espèce de répartition des tâches aussi, hein, entre voilà, ce qui est politique. Bon, en gros, il y a une sphère limitée et il y a les mœurs qui sont régulées peut-être par autre chose que finalement l'État. Et ça, je pense que c'est aussi un point très intéressant qui illustre cet exemple. Alors, je ne sais pas si vous pensez à d'autres exemples peut-être contre-productifs pour le coup, Laurent. Ouais. Bonjour à tous. Oui, non, moi j'ai deux exemples qui me viennent tout de suite à l'esprit. J'étais au Sénégal aussi en 2012. Macky Sall venait juste d'être élu. Et RFI organise une journée spéciale à Dakar, et à l'université, la grande université de Dakar. Donc nous sommes en 2012. Le débat du mariage pour tous est en train de s'installer en France.
Abdoul Awad avait, donc le président qui avait perdu les élections, avait instauré un quota qui était respecté au Parlement entre les hommes et les femmes. Il y avait, je crois, une égalité parfaite, 50% d'hommes et 50% de femmes. Et ça avait été le sujet, entre autres, de la campagne politique entre Macky Sall et Abdoul Awad, cette question d'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc à l'université de Dakar, le sujet vient dans l'enceinte. Il y avait là que des professeurs. Et je me souviens parfaitement et devant des centaines d'étudiants. C'était absolument incroyable ce lieu. Et l'un des professeurs prend la parole en disant je suis contre l'égalité des hommes, en tout cas cette politique de quota. Pourquoi ? Parce que c'est une idée qui vient de l'Occident, qui nous est imposée par l'Occident, et on commence par là et on finit par le mariage homosexuel. Et j'ai vu, en tout cas, une vague parmi les étudiants, quasiment elle s'est levée pour applaudir. Et on était là dans un des hauts lieux du savoir de l'Afrique de l'Ouest. Il y avait évidemment des professeurs qui étaient contre, mais ce professeur-là avait pris la parole et il semblait en tout cas qu'il avait touché juste pour une grande partie de ces étudiants qui étaient réunis à Dakar. Et quelques semaines après, je couvre entre guillemets l'opération Serval. Vous savez, celle qui est conduite par la France au Mali en janvier 2013. Et on est deux voitures à suivre la colonne militaire qui va en direction de Tombouctou. Nous, on n'était pas en embedded, on était à côté. On n'était pas engagés dans la colonne de l'armée, on voulait garder notre indépendance. Et je me souviens parfaitement de cette scène aussi, absolument, qui m'a vraiment marqué. On arrive dans la première ville libérée, juste avant Tombouctou. C'était un dimanche soir. Les Français donc, avaient libéré la ville le matin. Et ils étaient donc partis ensuite foncer sur Tombouctou. Ils arrivaient à Tombouctou le lendemain. Et donc nous, on arrive après avoir traversé une partie du désert. Et dans cette ville, les gens, donc ville quasiment déserte, un habitant voit que nous sommes français, nous accueille avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup de joie, et très heureux, nous dit-il, d'avoir été libéré par les Français, nous raconte la vie dans cette région sous AQMI. Et donc il nous propose de dormir chez lui, parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc évidemment, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait rien. Donc on accepte, bien entendu. On arrive chez lui, et il sort sa télévision, un immense écran qu'il n'avait pas sorti depuis un an, puisque c'était interdit par la loi, par ceux qui dirigeaient la ville. Il ouvre sa télévision devant nous pour montrer qu'elle fonctionne. Et il nous sert à dîner, et il met France 24. Et c'est un sujet sur une manif. En fait, ce dimanche-là, c'était la contre-manif du mariage pour tous. Il y avait donc tous ceux qui étaient en faveur du mariage pour tous, qui avaient défilé dans Paris. Et donc voilà, tenant un discours justifiant le mariage pour tous, de détestation contre ceux qui étaient contre le mariage des homosexuels, avec des témoins qui parlaient des hommes habillés en femmes, ou ça. Et je me souviendrai toujours du visage de cet habitant qui nous accueillait, qui avait vécu un an et demi sous la loi islamiste, qui était un homme du désert, musulman lui aussi, qui venait d'être libéré par les Français, qui nous montrait cette image. Et clairement, il était choqué par ce qu'il voyait. Et cette scène montrait, je crois, que nous avions déjà perdu la guerre. Que c'était bien sûr qu'on avait libéré cette ville, mais ce que nous représentons, du moins ce que nous disons de nous-mêmes à l'extérieur, il faut le savoir. On peut le déplorer, elle est rejetée, en tout cas rejetée, combattue, détestée, pas par tout le monde, hein, mais par une partie de nos contemporains. Et c'est comme ça. Alors je ne dis pas que c'est bien ni c'est mal, mais ces deux exemples montrent que nous sommes, je pense, assez maladroits dans la manière d'aborder les choses. Du moins, on se heurte à des résistances très fortes, qui sont des résistances qui relèvent de la sensibilité,
Et il est clair, moi en tout cas c'est ce que j'observe, sur ces questions liées aux mœurs, pour dire les choses très rapidement, il me semble qu'il y a un vrai divorce entre l'Occident et pas toute l'Afrique. Moi, je ne suis pas du tout en train d'essentialiser, de généraliser, mais il est très clair que dans les milieux religieux, dans les milieux conservateurs, et en plus, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'au Sénégal, ça avait contribué à renforcer le camp des conservateurs. Ces images, enfin, ce discours d'Obama sur l'homosexualité ou ce débat sur le mariage pour tous renforçait les conservateurs. Il disait à la population, vous voyez, c'est nous qui avons raison. Si on ouvre la porte à l'Occident, en tout cas ces valeurs-là, voilà ce qui va arriver. Et c'est pour eux une formidable arme de contre-offensive ou de défense, je ne sais pas, contre les droits humains. Mais il est clair que sur cette question-là, ça ajoute de la tension et c'est un rejet qui est formidable et qui sert vraiment les milieux conservateurs. Et les islamistes, pour prendre cet exemple-là, Boko Haram, ça veut dire l'éducation occidentale est haram. Moi, j'ai beaucoup couvert je couvre la crise au Sahel. J'étais donc au nord du Burkina, etc., au Mali. Au nord du Burkina, par exemple, on dit que les écoles sont attaquées par les groupes djihadistes. C'est vrai. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est les écoles occidentales. Du moins, les écoles publiques, pas les écoles coraniques. Les écoles coraniques ne sont pas attaquées par les djihadistes. Les professeurs des écoles coraniques ne sont pas assassinés par les djihadistes. Les professeurs des écoles publiques le sont. Donc il y a là quelque chose, je ne sais pas si nos élites politiques le sentent ou le savent, mais il y a une vraie, il me semble en tout cas, une vraie rupture, il y a un vrai conflit dont nous sommes, il faut le savoir, on n'est pas attendu, on est rejeté sur ce plan-là. Merci beaucoup. Je voudrais rebondir sur un point mentionné effectivement sur la situation au Sénégal, donc de manière très concrète. Au-delà du fait que ça avait généré, je pense, cette opposition, ce qu'on a vu et ce recul pour les droits des personnes LGBTI dans le pays, on avait surtout remarqué que le discours, en tout cas, et tout ce que ça a généré, a mis en porte-à-faux une société civile. Parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a des militants, des activistes africains et africaines qui, au jour le jour, défendent les droits humains de toutes et de tous. Et ils existent, en fait. Ce n'est pas des inventions de l'esprit. Ils existent et elles existent. Et ces personnes-là ont été mises en situation d'insécurité. Ces personnes-là ont été menacées du fait qu'ils ont été perçus justement comme des personnes plutôt affiliées à une pensée extérieure, à une pensée étrangère et voulant imposer justement un agenda de l'étranger. Donc c'est ce qui est complexe dans ce débat lorsqu'il a été posé dans ces termes, c'est que finalement on est, je pense, assez d'accord en général pour comprendre que les droits humains, c'est pas uniquement donc les textes, c'est pas uniquement les lois, c'est aussi des changements de mentalité, c'est aussi des débats sociétaux, et ces débats sociétaux dépendent aussi ont chacun leur propre évolution en fonction de l'histoire et du patrimoine de chaque société. Donc je ne reviendrai pas sur le cas du Sénégal, on l'a vécu en Côte d'Ivoire, on l'a vécu en Ouganda, mais à chaque fois, la société civile, ce qu'elle nous dit dans ces pays concernés, pour en tout cas nous, la FIDH, qui sommes présents aussi là-bas, et pourtant, on arrivait au cas par cas à trouver des solutions. Et pourtant, on arrivait petit à petit à faire avancer et à défendre ses droits. Mais finalement, avec ce type de position, on en revient un peu avec la thématique du panel précédent, mais de politique, de diplomatie, de réel politique, finalement, on génère des reculs. Donc il y a aussi ce prisme-là. Et peut-être pour revenir sur ce que vous mentionnez à l'instant, sur la rupture, sur finalement le divorce, ou en tout cas les difficultés, elles sont certaines. Je pense que le conflit qu'on mentionne, il est avéré, mais c'est surtout qu'il faut le mettre en perspective avec une histoire qui est là. Et le véritable conflit, c'est ce trou noir généré par aussi une période de crimes contre l'humanité, pendant l'esclavage, pendant la colonisation, etc. Et finalement, qui ont fait aussi du moment de la consécration des droits humains à l'échelle internationale, un moment où l'Afrique était un territoire sous emprise, un territoire colonisé et qui n'avait pas voix au chapitre, qui n'a pas été à la table de la formulation de ces différentes normes. Donc c'est aussi de ça dont il s'agit. Pour autant, l'Afrique précoloniale était quand même un territoire assez organisé, socialement et politiquement. Les premiers textes fondamentaux africains qui mentionnent les droits humains, ils remontent au XIIIe siècle. On peut parler encore de la charte de Kouroukanfouga, pour ceux qui la connaissent, de la charte du Mandé. Donc on ne va pas revenir sur cette historique, mais les droits humains existent en Afrique
en soi. Ce n'est pas une imposition, ce sont des droits qui existaient dans les sociétés africaines, chacune à leur mesure, et qui méritaient d'évoluer en fonction de l'évolution des sociétés. Malheureusement, cette évolution a été coupée courte par l'histoire qu'on connaît, et maintenant, on a aussi cette mondialisation, cette globalisation des droits humains qui, au coup par coup, place aussi les États africains et les populations africaines, parce que j'aimerais vraiment qu'on parle davantage des populations africaines, dans des positions où elles se sentent plutôt en imposition ou en tout cas en soumission vis-à-vis d'un ordre international. Et effectivement, là, il y a des vrais sujets qui se posent. Peut-être pour compléter aussi, parce qu'il y a aussi une compétition. Il y a une compétition au niveau international, on le sait, où des ordres différents, alternatifs, sont proposés à présent. À l'instant, on mentionnait les propositions islamistes, mais les propositions de la Russie, les propositions de la Chine, les propositions d'autres États autoritaires, autocratiques, qui mettent les droits humains au banc, sont là. Et l'Afrique est vraiment ce continent, en tout cas un peu à la fois éponge et réservoir pour beaucoup, puisqu'il faut savoir que les Russes sont présents, la Chine, la Turquie et tout ce qu'on vient de mentionner. C'est vraiment un débat que le continent vit au jour le jour, avec à la fois cette compétition qui rappelle aussi la course à l'époque de la colonisation, mais la course vers les territoires. Mais là, on a la course vers l'idéologie. Voilà, je m'arrête là peut-être. Merci beaucoup pour ces interventions. Moi, je voudrais juste rebondir sur les sensibilités différentes, etc. Et donc sur cette forme de comment on transpose finalement ces cadres globaux dans des codes qui sont plus régionaux avant d'être nationaux. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais l'Union africaine a édicté en fait tout un tas de chartes et puis en matière de droits humains. Pour citer les plus importants, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le protocole de Maputo sur le droit des femmes. Donc moi, je voudrais juste vous poser une question. Qu'est-ce qui diffère finalement dans ces textes régionaux? Est-ce qu'il y a vraiment une spécificité africaine ici? Est-ce que c'est juste un tour un peu politique pour justement s'approprier la chose, comme vous l'avez dit, que finalement on n'avait pas trop choisi. Donc voilà, j'aurais juste voulu un petit peu avoir votre point de vue là-dessus. Peut-être Assatou, vous pouvez commencer, et puis après on peut élargir. Là-dessus, oui. Enfin, l'histoire, pour ceux qui la connaissent, c'est vraiment aussi effectivement l'organisation de l'unité africaine qui est née en 1963, et qui avait dès le départ placé la DUDH au cœur de ses textes, de sa charte, et pour autant sans qu'elle ait une vraie valeur, de force. Et petit à petit, l'idée de la charte africaine est effectivement arrivée et le développement de cette charte. L'Union africaine a découlé aussi de tout ça en 2002. Je ne vais pas revenir sur tous les textes que vous avez mentionnés, mais peut-être la particularité de ce qu'on appelle ce corpus normatif et législatif en matière de promotion et de protection des droits humains en Afrique, c'est qu'il y a l'histoire africaine derrière. Effectivement, on est quand même en 60 au début des indépendances, donc avec une organisation qui se met en place et en mettant à cœur d'abord des droits liés à l'autodétermination, à la souveraineté nationale, et aussi à une vision très panafricaniste, finalement, unie et libre, en fait, de son continent. Donc on a vraiment un corpus qui reflète cela, cette volonté d'avoir une Afrique unie, prospère, pacifique, libre et en dignité. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le marqueur principal qu'on retrouve dans ce corpus un peu législatif. La Charte africaine particulièrement, par exemple, c'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est l'un des documents qui aussi met en avant beaucoup les droits collectifs, qui parle déjà des droits économiques, sociaux et culturels et qui adresse donc de suite les droits dits de toutes les générations, en plaçant les questions environnementales, en plaçant les questions de santé, les droits à l'éducation, au cœur en fait des droits des populations africaines. Pour reprendre sur le protocole de Maputo, on est aussi sur un texte qui met en avant les droits des femmes, qui les consacre, et surtout qui est l'un des premiers textes à consacrer les droits à la santé sexuelle et reproductive des femmes, qui permet l'avortement, sous des conditions bien sûr, en cas de viol, en cas d'inceste, etc., qui permet aussi à la femme de choisir sa contraception, l'organisation de sa fécondité, etc., etc. Donc on est quand même sur des textes qui se veulent le plus précurseur et avant-gardiste possible. Et puis sur le texte, la charte des droits et du bien-être de l'enfant, au-delà des droits humains traditionnels, on a aussi les droits à la liberté de penser, on a des droits aussi à l'association, vraiment à l'expression, donc des droits aussi intrinsèques à l'enfant qui, pour le coup, sont vraiment inscrits
aussi dans ce texte, et puis bien sûr le bien-être avec beaucoup de devoirs édictés et énoncés de la part des responsables légaux des enfants. Donc peut-être que l'analyse, c'est de dire que ces textes arrivent aussi à un moment où finalement le corpus international normatif existe déjà et bien en place, et donc bien évidemment l'Union africaine, avant elle l'OUA, a bien fait le lien avec les Nations Unies. L'histoire dit même que c'est les Nations Unies qui ont beaucoup aidé, que d'autres États aussi se sont positionnés. Donc il y a eu quand même une convergence, une coopération qui a permis de tirer à la fois de ce contexte international et aussi d'adapter. Peut-être le dernier point là-dessus, c'est qu'on a aussi une charte africaine qui énonce dans son texte l'attachement de l'Union africaine aux valeurs africaines, aux valeurs et à la morale africaine. Encore un lien avec la discussion précédente, donc de dire comment ces droits sont énoncés et pour autant les valeurs sont là et elles méritent d'être respectées. Donc c'est à la fois un enjeu, je pense, lié à l'histoire du continent, lié aussi au contexte globalisé. Mais pour nous, aujourd'hui, en tant qu'acteurs de la société civile, le premier des constats, c'est que ce sont des textes qui sont très bien sur papier, mais qui sont peu mis en œuvre. Peu mis en œuvre par les États, pourtant très, très ratifiés. Tous les textes qu'on vient de citer sont adoptés, en vigueur, etc. Malheureusement, les États soit ne transposent pas effectivement toutes les dispositions en loi interne, soit finalement ne dotent pas les différentes administrations et les différents ministères des moyens nécessaires pour mettre en œuvre. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, ne défendent pas ces droits, y compris au niveau judiciaire, en condamnant les violations lorsqu'elles sont commises, en tenant les auteurs de ces violations comme responsables devant la justice, etc., etc. Donc c'est là qu'on voit de vraies lacunes sur la mise en œuvre de textes qui sont assez avant-gardistes. Merci, merci Assatou. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Peut-être André Franck, vous souhaitez? Effectivement, je crois que je corrobore les propos d'Assatou et elle a parfaitement raison, notamment quand on prend dans le Mais cadre... je me permets, donc ça veut dire quoi? La différenciation, Voilà. ça va être à quel niveau? Alors, la droit collectif? C'est ça que c'est le mot collectif, moi, que j'ai retenu de ce que vous avez dit. Oui, il y a effectivement la différenciation porte notamment sur toutes les valeurs, notamment les valeurs liées à la famille, à la communauté. En fait, ce qui est consacré dans les textes africains, notamment dans les chartes africaines, droits de l'homme, des peuples, droits et le bien-être de l'enfant, c'est plutôt on intègre l'enfant dans le groupe, dans une communauté, et il a des responsabilités, des devoirs, comme l'a rappelé Assatou, vis-à-vis de cette communauté. Et c'est ce qui fait la différence, par exemple, entre la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant par rapport à la Convention internationale des droits de l'enfant de 89. Donc 10 ans après, d'écart entre 89 et 99 pour la charte africaine, il y a cet apport, ou du moins cette différence où on prévoit que l'enfant africain a des devoirs vis-à-vis de sa communauté, vis-à-vis de l'État, même vis-à-vis de la communauté internationale. C'est marqué dans l'article 31 de cette charte. C'est, pour revenir, c'est un propos qu'a tenu tout à l'heure Jean de Glignasti, en disant qu'il y a chaque culture aussi produit un système de valeurs. Je crois qu'il y a ça, c'est important. Chaque culture produit un système de valeurs, et même la société dans laquelle on appartient conçoit, j'allais dire, une vision de l'homme, homme avec grand H bien sûr, une vision du monde qu'il ne faut pas ignorer. Donc c'est dans ce cadre-là aussi que est-ce que les États africains ont suivi ou ont pris le mouvement lorsqu'ils ont accédé aux indépendances. Bien sûr, si on est d'accord sur ces valeurs, qu'elles peuvent être universelles. L'inviolabilité de la personne humaine, tout le monde est d'accord, et ça, Assatou le mentionnait de la charte du Mandé, c'est l'un des principes fondamentaux de cette charte du Mandé ou du XIIIe siècle. Donc c'était déjà contenu dans les premières constitutions orales en Afrique. Mais ce qu'il faut, pour aller au-delà, ce qui est important de souligner ici, c'est que au niveau du continent africain, ce qu'on observe, et moi c'est sur la question bien sûr du droit des enfants que je me donne, c'est qu'on a encore beaucoup d'entraves qui sont mises en place quand, par exemple, dans certains États, la femme n'a pas la capacité légale d'aller déclarer son enfant. Quand aujourd'hui, on remarque aussi dans certains pays que, par exemple, pour les enfants, notamment les enfants albinos, vous savez, le phénomène des enfants albinos, c'est les enfants qui sont, qui ont un taux de mélanine dans le sang qui est inférieur et qui provoque une sorte de dépigmentation sur la peau, sur
bien sûr, les poils et autres. Donc, l'un des, j'allais dire, des représentants emblématiques des albinos en Afrique, c'est quand même le chanteur internationalement reconnu Salif Keita, malien. Ces enfants, par exemple, quand vous allez en Afrique, donc par rapport à cette question des enfants albinos, aujourd'hui, on considère qu'en Europe et aux États-Unis, c'est une personne sur 20 000. En Afrique, c'est une personne sur 4 000. En Tanzanie, qui est le pays qui concentre le plus fort taux d'albinos au monde, c'est une personne sur 3 000. Or, ces enfants aujourd'hui, en Tanzanie, sont pratiquement pourchassés parce qu'on considère que l'albinos, il a en même temps des vertus, on lui prête des vertus miraculeuses. On le traite également d'enfant fantôme, le terme c'est zérou, comment on le qualifie en un, parce que justement, ils sont la plupart du temps mutilés, parce qu'on pense que les organes vont pouvoir amener de la richesse à telle ou telle personne. Un exemple, c'est pour avoir un organe d'albinos en Tanzanie, c'est l'ONU qui le dit, hein, c'est entre 600 € et 2000 €. Et pour avoir un corps entier, parce que la plupart des tombes des albinos sont profanées, sont déterrées, c'est 70 000 € pour avoir un corps complet, pour que, je sais pas, le marabout jette un sort ou qu'il octroie la fortune à celui qui achète ce corps. Ça, c'est pour donner un exemple précis. Et puis, je crois qu'il y a aussi un autre point, capital qu'il faut mentionner, c'est que nos États, et notamment sur la forme politique, sur le point politique, c'est que le phénomène de la décentralisation n'est pas abouti. Or, on a confié à l'État civil, et notamment aux collectivités territoriales, le soin d'organiser l'État civil. Malheureusement, c'est le parent pauvre de l'administration en Afrique. Les officiers d'état civil ou les agents d'état civil sont mal formés, mal équipés. L'archivage ne se fait pas de manière correcte. Voilà, plein d'entraves qui aujourd'hui font qu'on arrive à des situations telles qu'on le décrit par rapport à cette situation des droits des enfants. Merci beaucoup André Franck pour ces témoignages. Moi je voudrais qu'on aborde là la situation un peu particulière des conflits armés, parce que les droits humains sont particulièrement malmenés dans ces temporalités-là. Peut-être je me tourne vers Laurent, hein. Vous avez couvert un certain nombre de crises pendant votre carrière et vous continuez de découvrir. Est-ce que pour autant vous avez pu observer quelques avancées en matière de respect des droits de l'homme pendant les périodes de crise, parce qu'il y a quand même un droit aussi qui est censé s'appliquer là, ou est-ce que ce temps-là reste encore complètement dérégulé? Voilà, puis on pourra parler ensuite de l'après, peut-être, qu'est-ce qui se passe après, mais je vous laisse peut-être ouvrir sur ce thème-là. Est-ce que j'ai observé un progrès des droits, enfin du respect des droits de l'homme ou des droits humains dans l'exercice de la guerre? Ce que je vais dire sur l'Afrique, c'est pas propre à l'Afrique. Non. Enfin, c'est toujours pareil. Il y a à la fois des avancées et des permanences, pour ne pas dire parfois des reculades. Ce qui me semble nouveau, par exemple, si on prend le Rwanda, et où là, au Rwanda, clairement, le Hutu Power a fait ce qu'il voulait devant la communauté internationale, en direct, sur nos écrans de télévision, sans que ça suscite, au moins pendant 100 jours, une réaction forte de la communauté internationale, alors que les Nations Unies étaient là. Donc je dirais, partons de ce point le plus atroce peut-être, ou le plus apocalyptique de l'exercice des droits humains dans un conflit. Et si je me déporte, si je peux dire, sur des conflits plus contemporains, j'ai remarqué ici peut-être une différence, mais c'est une différence de degré, pas de nature, notamment quand j'ai couvert la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2010-2011, surtout en 2011. Je me souviens parfaitement d'avoir suivi les forces nouvelles, donc les forces pro-Ouattara,
Ariquité à Abidjan. Et dans leur opération, eux disaient de ratissage de Yopougon. Yopougon était un quartier dans lequel il y avait encore des pro-Gbagbo. Et je suis un peu tombé par hasard sur eux. Et l'officier qui les commandait, me voyant, et puis enfin nous étions deux, il y avait un collègue de l'AFP, a tenu ce discours devant ces soldats et devant nous. Attention à la CPI, je vous rappelle, si vous tirez, vous répondez d'abord enfin maîtrisez le feu, on répond à une agression, on ne touche pas les femmes et les enfants. Pensez à la CPI. Alors, je ne sais pas si penser à la CPI, si ce discours était un discours circonstanciel parce que nous étions là, ou s'il le disait. Voilà, en tout cas, au Rwanda, et clairement, on n'a jamais dit ça. Et j'ai, toujours dans cette crise post-électorale de Côte d'Ivoire, j'ai vu les traces de crimes de masse, ou du moins contre l'humanité, dans l'ouest du pays, des gens, des femmes, des enfants qui ont été tués comme ça, sans procès, sans les armes à la main. J'ai assisté à des règlements de compte de ce type. Où j'ai couvert, la crise en Centrafrique. Là, j'étais devant des scènes qui m'a rappelé, oui, un peu le Rwanda. Et nous étions là, nous les journalistes. J'ai même assisté, moi, à des scènes de lâchage, de massacre. On nous permettait d'approcher. J'avais des copains photographes qui venaient photographier. Il y avait BFM qui pouvait tourner. On nous faisait une place. On m'a même proposé de prendre une machette pour achever la personne qui était là. De ce point de vue, je n'ai pas vraiment senti, moi, un vrai progrès. Pour autant, et il est vrai aussi que pour prendre l'exemple de la Centrafrique, notamment la FIDH est en pointe sur ce dossier-là, quelques chefs de guerre sont traduits quand même, ont été arrêtés, vont être jugés. Mais voilà, donc il y a des avancées, mais vous voyez, là, on est contemporain d'un conflit dans le Tigré. Là, on parle aussi de crimes contre l'humanité. On accuse notamment les Érythréens d'avoir tué à Aksum, pardon, dans le nord-nord de l'Éthiopie, plus de 800 personnes. C'était au printemps dernier. J'ai pas l'impression que... Et nous, on peut pas y aller, les journalistes, c'est une zone fermée. Pourtant, l'Éthiopie est dirigée par un homme qui est prix Nobel de la paix. Et la décision qu'il a prise juste la semaine dernière, c'était de renvoyer 7 agents des Nations Unies, notamment de l'UNICEF, etc. Parce que ce sont des gens qui, évidemment, témoignent de ce qui se passe, documentent de ce qui se passe. Et ça, on n'a pas le sentiment que le progrès est massif. La guerre dans le Sahel, me semble, ou dans le Kivu, aujourd'hui à Béni, vous avez des villages rasés. Vous avez des gens qui sont découpés en... Moi, je les ai vus. Vous allez à Béni, dans le nord Kivu. On accuse un groupe qui s'appelle les AFD, les ADF, pardon, je ne sais pas si c'est eux, mais enfin. Et ils arrivent dans des villages et ils les rasent. Avec tout ce que vous pouvez imaginer qu'on puisse faire sur le corps d'un enfant, d'une femme. Tout ça n'a pas l'air d'avancer. Il y a des procès, mais ça touche souvent des petits couteaux. On n'a pas vraiment... Moi, il me semble que ce qui s'est passé avec Laurent Gbagbo, par exemple, le fait qu'il ait été libéré de la CPI, ne me semble pas une bonne nouvelle, du point de vue, en tout cas, de la responsabilité qu'il a eue sur ce qu'ont fait ses partisans. Il n'y a pas que Gbagbo. Tout à l'heure, je parlais de Ouattara, donc on est tout à fait d'accord. Je ne suis pas là pour défendre l'un contre l'autre. Ce que j'observe, c'est que l'impunité me semble toujours là. Et c'est ça qui est terrible. Et elle touche quelques-uns. Je veux dire, quelques-uns tombent, mais combien ne tombent pas? Combien ne tombent pas? Au Rwanda, là au moins, les criminels de 1994 sont poursuivis. C'est de ce point de vue une avancée, c'est certain. Aujourd'hui, si vous faites un massacre dans le nord de la Centrafrique, il y aura peut-être un rapport de Human Rights Watch, et puis c'est tout. Enfin, les rapports de la FIDH, de Human Rights Watch ou d'Amnesty sur les massacres contemporains, elles sont légion. Je reçois ça à la rédaction, j'en ai des dizaines et des dizaines. J'étais avec votre camarade Florent Gel au Burundi en 2017.
Ce qu'on a dit sur le Burundi en 2017 n'a servi à rien. À rien. Tous nos camarades que nous avions interrogés, je parle du Burundi parce que c'est une histoire qui m'a vraiment aussi très frappé, parce qu'on est en 2017, on n'est pas en 1994. Tous ceux qu'on avait interrogés, nous les journalistes, à propos de la crise post-électorale de 2015, tous ceux qui étaient donc contre Pierre Nkurunziza, qui s'était présenté pour un 3e mandat, quand moi j'y suis retourné en 2016, c'était en 2016, pardon, ils n'étaient pas là. Ils ont tous été tués. Tous été tués. J'étais avec votre camarade Florent Gaël, on a enquêté tous les deux pendant une semaine. On devait voir les gens en cachette. On avait monté des scénarios à la James Bond pour essayer d'avoir des témoignages de personnes de manière à ne pas les mettre en danger. Tous ceux qui avaient fait la une de nos journaux ont été exécutés. Ça, c'est en 2017. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis assez réservé. Oui, il y a eu des avancées, mais moi, je vois beaucoup de... Enfin, il me semble que l'immensité de la violation, de la défiguration de l'homme, de la femme, de l'enfant. Et c'est pas propre à l'Afrique. Moi, je trouve que je parle de l'Afrique, mais si vous allez suivre le conflit au Proche-Orient, ou enfin la reconquête de Mossoul, par exemple, il y avait Daesh, mais j'ai suivi aussi un peu la reconquête de Mossoul en 2016. Je peux vous dire que les forces pro-gouvernementales ont aussi fait des choses absolument épouvantables. Donc, et ces gens-là ne seront pas jugés. Hein, vous êtes tranquille. Je ne sais pas. Il y a des avancées. Il y a des organismes comme vous. Heureusement, vous êtes là, vous documentez. Certains tombent, encore une fois, mais d'autres tombent, mais s'en sortent. Jean-Pierre Bemba, chef de guerre, qui passe quelques années à la CPI. Enfin, je veux dire, ce qu'il a fait, notamment en Centrafrique et en RDC, est juste épouvantable. Et ça ne l'a pas empêché de sortir indemne de la CPI et de pouvoir se présenter aux élections présidentielles en RDC. Et avec des gens qui le soutiennent, même en France, notamment du côté de la diplomatie française. Mais je ferme la parenthèse. Donc non, oui, il y a des avancées, elles sont minimes, ça tombe grâce à vous. J'ose croire, grâce aussi un peu à la presse, mais malheureusement, les criminels et les crimes sont, me semble-t-il, tellement nombreux, tellement présents, et ils sont devant nous, ils sont à côté de nous, ils sont contemporains. Je ne parle pas du Soudan, je ne parle pas de la Somalie, je vous épargne toutes ces régions-là, de la Libye, je parlais du Sahel tout à l'heure, mais je vous remercie en tout cas, Laurent, de votre témoignage et qui amorce aussi, puis on va donner la parole aussi, hein, on va faire un tour de table de réaction là-dessus. Ça aborde aussi le point de la temporalité aussi, hein, du conflit. Enfin, un conflit, il n'y a pas de date précise de fin, il n'y a pas de date précise de début, il y a des conflits ouverts avec des violences effectivement énormes qui se passent après des phases de conflit plus larvées. Il y a des après ou des tentatives d'après, et puis se pose aussi la question de l'impunité, se pose aussi la question des réparations aussi, hein, aux victimes, et ça peut-être qu'on peut faire aussi le lien, en profiter pour faire le lien aussi sur ces questions-là. Peut-être Gérard, je peux vous passer la parole pour une réaction. Oui, ça va un peu dans le sens que vient de donner Laurent, mais c'est vrai que tout à l'heure, Ronnie Broman disait finalement... ceux qui payent, c'est ceux qui ne sont pas protégés. C'est toujours pareil. Alors évidemment, ce sont des seconds couteaux, comme tu disais tout à l'heure, Laurent. C'est-à-dire qu'on a une situation où, si on s'appelle Soro en Côte d'Ivoire juste après la crise, alors que c'est un criminel de guerre, alors qu'il a du sang jusqu'en haut, il devient président de l'Assemblée nationale. Voilà. Et puis, c'est les autres qui payent. Lui, il paiera beaucoup plus tard, et encore. Bon. Donc, évidemment qu'on est dans cette situation où l'inégalité est totale, où c'est effectivement très compliqué. Et il faut comprendre aussi qu'on est dans des situations où, dans des guerres d'épuration ethnique, où on va faire sortir les gens. Bon, c'est pas propre à l'Afrique, hein, on connaît ça en Asie, on a connu ça en Israël, hein, au moment de la guerre et de la fondation de l'État d'Israël, comment les Palestiniens ont été expulsés. Mais où, alors, s'il y a bien un pays en Afrique où la question se pose tout le temps, c'est l'Afrique du Sud.
C'est-à-dire que l'Afrique du Sud, on dit toujours, oh là là, c'est un pays terrible parce qu'à la fois, c'est les plus ouverts, il y a plein de... sur le plan économique, enfin bon, ça marche moins bien qu'avant, ok, mais bon, par rapport, on a l'impression de ne pas être vraiment en Afrique, etc. C'est le résultat de la colonisation, de l'apartheid, et entre les Blancs et les Noirs. Mais non, il y a aussi des batailles entre peuples sud-africains qui sont d'une violence inouïe et qui se poursuivent. Et pour la bataille pour le territoire, la bataille pour occuper le territoire de l'autre. Une des raisons de la crise au Rwanda, c'est aussi le fait que de la place des gens. C'est un pays où il y a énormément, où la démographie est galopante, où il y a beaucoup de gens, et on leur a fait miroiter le fait qu'on allait retirer un certain nombre de gens qui nous pourrissaient la vie depuis des années parce qu'ils étaient minoritaires et ils tenaient le pouvoir. Et puis on va grignoter vers la RDC, où là, il y a un peu plus d'espace, en plus il y a des richesses, etc., qui est la politique de Kagame depuis qu'il a pris le pouvoir. Donc on est dans des situations quand même où au-delà de l'histoire, il faut regarder aussi la géographie. C'est-à-dire où on est, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde, comment faire de la place pour tout le monde, et effectivement voir qu'on est dans une égalité dans la punition des uns et des autres en fonction que tu sois puissant ou non. Merci beaucoup. On va prendre une dernière réaction, puis ensuite on va passer aux questions du public. Oui, peut-être sur crise et conflits. Je pense que du côté de la société civile, ce qu'on constate bien évidemment, c'est que la récurrence de ces crises et conflits, elle est bien évidemment alimentée par ce continuum de l'impunité que Laurent, vous avez très bien décrit, avec des acteurs de l'impunité, des actrices de l'impunité, souvent des acteurs malheureusement, qui restent effectivement impunis, qui ne sont pas inquiétés par les justices nationales, par les différents mécanismes de justice, parce que ce qu'on peut dire avant la CPI, ou en tout cas dans l'échelon inférieur à la CPI, il y a quand même des mécanismes de justice parfois hybrides qui sont mis en place. En RCA, on a cette cour pénale spéciale qui est censée connaître des crimes qui ont été commis notamment dans la dernière crise, mais qui pour l'instant peine à avoir une affaire emblématique et à vraiment aller au bout et à surtout donner justice aux victimes. Au Mali, on a finalement aussi eu, et peut-être là je fais un parallèle avec les enjeux de réconciliation et de pardon, comme un peu en Côte d'Ivoire, on a cette loi d'entente nationale qui a vidé de tout son sens les procédures judiciaires. Beaucoup d'acteurs de la société civile, encore une fois j'insiste, vraiment en première ligne, c'est les acteurs nationaux. Et la FIDH, comme d'autres organisations comme Amnesty tout à l'heure qu'on mentionnait, Human Rights Watch, les accompagne. En tout cas, nous, la FIDH, on est partie civile au Mali, en Côte d'Ivoire, en RCA, et finalement, avec des lois de réconciliation ou des lois d'entente nationale, les procédures judiciaires ne se tiennent même pas. On a Amadou Aya Sanogo au Mali qui sort tranquillement et des réparations symboliques qui sont offertes aux victimes avec une stèle, peut-être une compensation financière, le fait que leur défunt soldat qui a été tué, fils, sera inscrit au niveau d'un ordre national, etc., etc. On pourrait parler aussi du Soudan du Sud. Voilà, actuellement, le Mozambique est aussi un conflit sur lequel on parle très peu. En tout cas, ces acteurs, effectivement, de l'instabilité sont en général les plus hauts responsables et sont très peu inquiétés, y compris par ces mécanismes de justice hybride. Au Soudan du Sud, le tribunal hybride n'est même pas mis en place du fait que le conflit n'a pas cessé depuis l'indépendance de ce pays et que les deux branches actuellement au pouvoir activent le volet guerre civile, guérilla armée quand ils ne sont pas d'accord et finalement activent le côté union nationale quand ils acceptent de se mettre ensemble autour de la table. Ça, c'est un peu la réalité du Soudan du Sud. La Guinée, c'est un autre cas, finalement, avec un massacre qui a été commis au stade du 28 septembre en 2009, 12 ans après, toujours pas de justice, plus de 154 femmes violées dans un stade sous la junte de Dadis Camara, plus près de 500 personnes tuées, et tout ça alors que la justice pénale internationale, effectivement, est impliquée. Et c'est là que je vais peut-être faire le parallèle. On a cette Cour pénale internationale qui est décriée, vraiment à raison pour beaucoup de dysfonctionnements, un vrai problème aussi de sens, et qu'on a posé tout à l'heure. Monsieur Broman mentionnait le fait que beaucoup de chefs d'État africains étaient concernés. Mais là où je pense qu'on a aussi une vision très parcellaire, c'est qu'on ne se pose pas la question aussi de pourquoi ces dysfonctionnements. Moi, j'aimerais juste lister 2-3 points. La Cour pénale internationale est une instance de dernier ressort. Donc elle agit lorsqu'il n'y a ni volonté ou pas capacité de la part des États. Et c'est vrai que dans la majorité des États qu'on vient de mentionner, soit les justices nationales n'ont
pas forcément initier les différentes procédures, parce qu'elles n'en avaient pas la capacité, parce que connaître des crimes aussi massifs ou aussi graves, tous les juristes ou tous les magistrats ne sont pas forcément compétents ou formés, donc il faut peut-être des compétences spécifiques. L'autre question, c'est aussi qu'il faut une volonté politique. Et malheureusement, comme on l'a décrit tout à l'heure, c'est souvent la justice des vainqueurs qui se met en place. Donc la CPI arrive en instance de dernier recours lorsque justice n'est pas rendue au niveau national ou régional. Le deuxième moment, c'est aussi que la CPI peut être saisie de manière très spécifique. Et souvent, les États qu'on vient de mentionner font appel à la CPI. Pour la Côte d'Ivoire, c'est bien l'État ivoirien qui a demandé et qui a soutenu pour que Gbagbo aille là-bas, et que de l'autre côté, les vainqueurs s'organisent tranquillement. Soro était l'ami du président Addo aujourd'hui, c'est son ennemi. Et le mois dernier, ou il y a 2 mois, Addo et Gbagbo se serraient la main tranquillement et parlaient de la réconciliation. Donc c'est pour vous dire comment la CPI s'est laissée instrumentaliser par des chefs d'État africains de tous bords. Et finalement, on a ce constat-là. Et peut-être le dernier point sur la CPI, c'est qu'on ne se pose pas la question aussi des autres affaires qui sont pendantes devant cette instance. Bien évidemment qu'il n'y a pas des affaires que des affaires qui concernent l'Afrique. Il y a une affaire sur la Palestine, sur l'Afghanistan, on l'a cité, sur le Myanmar, sur la Géorgie. Pourquoi elle n'avance pas? D'autres États qui, pour le coup, devraient être des chantres en matière de droits humains internationaux, ont aussi une part de responsabilité, que ce soit vis-à-vis des contributions au budget de la CPI, qui n'a clairement pas les moyens de ses ambitions, mais aussi en termes d'action politique. Et il faut se poser les véritables questions en termes de réel politique, comme on le disait tout à l'heure, de pourquoi les autres dossiers n'avancent pas. Très très rapidement, Laurent. Non, alors moi, je vais juste vous dire qu'il ne faut pas... Enfin, on parle de l'Afrique de cette manière-là. Je ne voudrais pas je serais très gêné si vous pensez qu'on essentialise ces questions-là. C'est des questions qui touchent d'autres zones géopolitiques du monde. Je vous rappelle qu'un an après le Rwanda, en 1995, vous avez eu Srebrenica qui était au cœur de l'Europe. Et là, ce n'est pas du tout l'Afrique. Ce que je veux dire, c'est que la violence n'est pas propre à l'Afrique, évidemment. L'impunité n'est pas propre à l'Afrique, évidemment. Le conflit entre communautés, j'aime pas du tout le conflit ethnique, c'est pas un terme que j'utiliserais, mais du moins des conflits politiques qui engagent des communautés ou des peuples, ce n'est pas propre à l'Afrique. Le lynchage n'est pas le propre à l'Afrique. L'extermination de masse n'est pas le propre à l'Afrique, bien entendu. Nous, Européens, sur ce sujet-là, on aurait plutôt tendance à être très modeste quand on aborde. On devrait, je pense, être très modeste quand on aborde ces questions-là. Donc, je préfère quand même. Enfin, il me semblait important d'assister sur ce point. Là, on parle de l'Afrique, mais je ne voudrais pas que vous imaginiez que c'est propre à l'Afrique. Voilà. Je pense que c'est un point très très important, effectivement, à faire. Merci beaucoup de l'avoir fait. On va prendre quelques questions, pour le coup, dans la salle. Qui souhaite se lancer? Ouais. Je vais remettre mes lunettes, du coup. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on va commencer monsieur, ensuite monsieur. Ouais. Et est-ce qu'il y a une troisième question? On va prendre un round et monsieur. Très très bien, je vous en prie. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présentation. Je vis ici en France, je suis originaire du Rwanda. Et donc, j'ai compris les questions que vous avez abordées. Et j'avais 2 petites questions. La première, c'est sur la culture. Quel est le rôle de la culture? En particulier, je m'adresse à M. Aoyo. Le rôle de la culture dans cette notion d'égalité, et en particulier de non-enregistrement des enfants. Je crois qu'il y a quelque part une sorte de peur que, par exemple, l'enfant ne survive pas. Moi, j'ai 67 ans et je me rappelle quand j'étais petit, beaucoup d'enfants mouraient en bas âge. Et donc, l'inscription dans le registre, et chez nous, je sais qu'ils étaient relativement bien enregistrés, mais l'enregistrement ne pouvait se faire qu'au minimum au 8e jour. Parce que les parents avaient peur. Et dans certaines zones du pays, c'était même plus tard. Alors, la deuxième question concerne les conflits armés. Et je pense que sur les conflits armés en Afrique, quand on regarde la géographie des conflits armés, que ce soit le Rwanda et la frontière entre le Rwanda et le Congo, mais aussi tout le Congo, et le Mozambique, la République centrafrique, et je monterai même jusqu'au Mali, on sent quand même que, et le Mozambique, j'ai bien dit le Mozambique, on sent bien qu'il y a des aspects de ressources naturelles de premier plan. Et donc, cette question est très importante à avoir dans le sens de géopolitique. Je reviens donc à la présentation de tout à l'heure. Il y a des aspects assez importants là-dedans.
Je vous remercie, monsieur. On va prendre la question de monsieur. Mon nom, c'est Diarra Eloi. Je suis professeur émérite de l'Université de Rouen. Et en tout cas, j'ai écouté avec beaucoup d'attention toutes les interventions. Et au fond, mes interrogations, alors j'avais envie de réagir sur ce qui venait d'être dit à propos de la culture et de la non-immatriculation de l'enfant, la non-pièce d'identité du moins. Et j'ai un souvenir qui remonte à très lointain, parce qu'il remonte au moins en 1966, où j'étais chargé, eh bien, dans ma petite région, de faire le recensement. Et que pendant ce moment, eh bien, on nous a amenés à recenser une famille, et dans cette famille, la veille, la femme avait accouché de jumeaux. Et le monsieur, il a refusé catégoriquement qu'on enregistre ces enfants-là. Ces choses-là, on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir demain. Donc, ça pose la question, effectivement, de la culture et de la manière de considérer l'enfant qui n'est pas négligeable. Alors, poursuivant justement sur ce point, il me semble que, à propos justement du corpus, ce que vous avez si bien décrit, Madame Ba et Minte, vous avez très bien décrit le corpus, eh bien, qui existe au sein de l'OUA, au sein de l'Union africaine en matière de droits de l'homme, c'est exact. Alors, ma question est vraiment très simple. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de décalage entre, justement, tous ces textes qui sont beaux, qui sont magnifiques, et la réalité sociale? En d'autres termes, combien de personnes, eh bien, sont vraiment au courant de ces textes? Combien savent les lire, peuvent les comprendre? Combien de personnes ne lisent ni anglais ni français en Afrique encore aujourd'hui? Par conséquent, nous avons de beaux textes, mais à cause de ce décalage, de ce déphasage entre la réalité sociologique et ce que j'appellerais le vouloir être demain, est-ce que nous pouvons aller aussi vite qu'on le souhaiterait? Voilà. Alors, en ce qui concerne enfin mon dernier point, et pour l'impunité, alors c'est sûr, l'Afrique doit balayer devant sa porte, mais je crois aussi, enfin, Monsieur Larcher vient de le rappeler très opportunément, il ne faut pas essentialiser les choses, et peut-être aussi ailleurs, et même ici, on devrait parfois balayer devant notre porte, parce que quand on pense à un certain nombre de conflits qui ont été générés parce qu'il y avait des intérêts économiques et générés par les pays occidentaux, on a quand même, effectivement, ces personnes qui n'ont jamais été inquiétées. Je dirais, je vais être très précis, eh bien, quand nous avons cette guerre de Libye, dont les conséquences sont aujourd'hui toute la déstabilisation du Sahara, enfin, les responsables politiques de l'époque, où sont-ils aujourd'hui? Moi, je pose la question. Donc, balayer aussi un peu devant notre porte. Je ne dis pas du tout que ça exonère, évidemment, ce qui se passe en Afrique. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. On va prendre... il y avait une question... Oui, par là, monsieur. Moi, Jean-Pierre Métayer, je fais partie de l'AFDI, Agriculteurs Français Développement International de Normandie. Donc, je voulais poser la question par rapport à l'accès aux fonciers, aux terres, et aussi les aspects des éleveurs et des cultivateurs, et aussi l'aspect de la non-reconnaissance du métier d'agriculteur par les États africains. Ok, je vous remercie. Écoutez, la table est ouverte. Qui veut se lancer? Oui, André Franck. Ouais. Voilà. Oui, vous avez tout à fait raison. Les deux intervenants qui ont mis un accent sur la culture, le fait de la culture ou des pratiques culturelles ou de la coutume, l'importance de la coutume dans les sociétés, la société africaine, est très prégnante. Ça, je ne vous cache pas. C'est vrai que quand vous prenez, par exemple, dans le monde musulman, l'enfant, on lui donne son nom, ou du moins on croit que son nom, le 7e jour, lorsque l'imam va le baptiser. Et c'est en ce moment qu'on lui octroie son nom.
Et la plupart, dans certaines familles, ils considèrent que le fait d'avoir été donné, que l'imam ait donné, consacré, donc cet enfant lui ait donné son nom, suffit. Et ils n'entreprennent pas des démarches administratives pour régulariser cette situation au niveau d'état civil. Dans certaines contrées, effectivement, le fait d'aller recenser des populations, et ça on l'a vu dans plusieurs pays, notamment dans les pays du Sahel, le recensement de la population est, j'allais dire, c'est source de malédiction. Il y a des populations qui n'acceptent pas qu'on vienne dénombrer le nombre d'habitants qu'il y a dans telle ou telle maison. Et je sais que beaucoup de pays africains ont du mal, justement, à mettre en place des campagnes de recensement de la population. Donc ça, ce sont des pratiques, effectivement, qui existent, qui se heurtent, effectivement, à la déclaration de l'enfant, dans ce cas, et la déclaration de l'enfant en général, c'est certainement. Mais ce qu'on peut dire, et je crois que c'est Robert Badinter qui disait cela, il ne doit pas y avoir de différence ou de différence de culture lorsqu'il s'agit du respect des droits de l'homme. Il disait, quand on torture quelqu'un, on torture de la même manière que ce soit à Guantanamo, que ce soit à Tripoli, à Kaboul ou autre. Donc on ne devrait pas l'avoir. Mais ce qu'il y a dans le cas africain, c'est qu'on n'a pas instauré une véritable culture de l'enregistrement. Les États ont failli à ce propos. Ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Au contraire, ils se sont débinés. Ils ont laissé cet aspect aux organisations internationales quand elles voulaient s'en occuper, c'est-à-dire l'UNICEF, le Haut Commissariat des réfugiés pour les réfugiés, au Commissariat pour les réfugiés, ça c'est le Fonds des Nations Unies pour la population, et toutes ces organisations internationales, j'allais dire, qui poussent les États à justement à s'engager dans cette voie. Je vous donne un exemple. Il y a eu en 2014. Il y a eu un ouvrage que je vous recommande qui est intitulé « Les enfants fantômes », qui a été coécrit par deux auteurs qui sont deux notaires, un africain, camerounais, Abdoulaye Harissou, et Laurent Dejoie, ancien président du Conseil supérieur du notariat. Quelques années plus tard, donc en 2018, il y a eu un film qui est sorti qui s'appelle « Les enfants fantômes, un défi pour l'Afrique », qui a été coproduit par Canal+, et qui a été diffusé sur la chaîne LCP, la chaîne parlementaire. Lorsqu'il y a eu l'avant-première de la présentation de ce film par Publicis sur les Champs-Élysées, Canal+ a invité tous les ambassadeurs africains à Paris pour venir voir ce film, découvrir ce film qui retrace, qui est parti donc, dont l'histoire s'appuie sur l'ouvrage des enfants fantômes. J'étais présent aussi, il se trouve que j'étais présent à cette projection. Il n'y avait qu'un seul ambassadeur africain qui s'est déplacé. Tout simplement pour vous dire à quelle enseigne les États africains, et notamment nos responsables politiques, prennent à cœur ce problème. Voilà des réalités concrètes. Voilà des réalités concrètes que les pays vivent tous les jours, que les enfants, qui sont des populations vulnérables autant que les femmes, vivent chaque instant. Et c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, il faut faire du plaidoyer, il faut sensibiliser. Merci André Franck. Je pense que Gérard, vous vouliez réagir par rapport à la question de monsieur, sur la question des éleveurs. Oui, parce que c'est une question d'actualité, évidemment. Alors, c'est pas la seule raison des crises en Afrique, mais c'est quand même un élément important. Cette bataille permanente entre ceux qui font de l'élevage et qui donc emmènent leurs troupeaux trouver de l'eau et pour pouvoir et avoir de quoi manger, et puis les agriculteurs qui sont pas toujours très contents de voir les troupeaux venir manger ce qu'ils cultivent. C'est ancestral, c'est des batailles qui existent depuis pas mal d'années. Cela dit, ça a pris une forme beaucoup plus aiguë avec le changement climatique. Et c'est une question d'actualité, c'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, ces éleveurs, en particulier, doivent chercher de l'eau. Et l'eau, il faut à chaque fois aller la chercher un peu plus loin. Et donc, on doit toujours aller, en allant un peu plus loin, on doit toujours aller s'affronter aux agriculteurs. Alors, ça donne, d'une certaine façon,
c'est un aspect du conflit, mais ça donne le Mali, en partie, hein, la bataille avec les Touaregs, la bataille avec les Peuls, qui sont ces peuples d'éleveurs, et qui sont très mal vus. Alors avant, les Peuls, ils se battaient avec des bâtons contre les agriculteurs. Maintenant, du fait du trafic dans cette région, eh bien, ils se battent aussi avec la Kalachnikov. Donc ça prend évidemment un caractère de guerre, mais c'est pas seulement le Mali. Au Kenya, parce qu'il y a la Tanzanie juste de l'autre côté, eh bien, quand on va chercher, quand ces éleveurs vont vers les parcs nationaux, parce qu'ils savent que dans les parcs nationaux, eh bien, il y a de quoi boire, parce que les touristes, qui sont d'ailleurs souvent des touristes blancs, viennent voir, et donc on alimente ces parcs nationaux. Alors évidemment, on va à l'encontre de la légalité, on est chassé, on n'est pas content. En plus, les troupeaux ont besoin et de manger et de boire. Donc on voit bien qu'à travers ça, il y a, alors je ne dis pas que c'est le seul aspect, il y a l'aspect religieux, il y a l'aspect ethnique, il y a plein d'aspects, mais cet aspect-là est aspect fondamental pour comprendre aussi un des aspects de cette crise africaine, mais c'est aussi un aspect d'autant plus aigu et d'autant plus grave qui s'accroît avec l'état de la planète et le fait qu'aujourd'hui, le réchauffement est tel qu'il faut toujours aller plus loin et donc toujours plus se bagarrer pour arriver à faire survivre ces troupeaux et à permettre aussi aux agriculteurs de continuer à produire. Merci beaucoup pour cet éclairage, Gérard. Sur la question des ressources naturelles, je crois que Laurent, vous souhaitiez réagir. Oui, bien volontiers. Bien entendu que la question des ressources est au cœur d'un certain nombre de conflits. C'est évidemment le cas du Nord Kivu, c'est aussi le cas aujourd'hui de la Mozambique, c'est le cas du Soudan du Sud, c'est le cas de la Libye, parce que là vous avez évidemment des ressources énergétiques incroyables, des gisements soit de gaz, de pétrole, de minéraux, qui sont convoités à la fois par des puissances, je dirais, africaines, mais surtout par des puissances internationales, extérieures à l'Afrique. Donc là, oui, évidemment, le malheur, quand votre sous-sol est riche et que vous êtes un pays pauvre, malheur à vous, quoi, ça c'est certain. Mais il ne faudrait pas non plus réduire, je crois, ces conflits à je dirais, des conflits d'accès aux ressources, même si c'est un élément important, dans le sens où, moi, il me semble qu'il y a aussi beaucoup dans ces conflits, moi je pense au Sahel, mais pas qu'au Sahel, même d'ailleurs dans la plupart de ces conflits, je vois par exemple pour ce qu'on appelle la guerre djihadiste, derrière ça il y a surtout une insurrection sociale. Ce qu'il faut bien voir, je crois, c'est aussi une guerre, entre guillemets, c'est une guerre, un conflit entre la périphérie et le centre. Autrement dit, les perdants, les gens qui ont été, à la fois les gens qui ont été les perdants de l'histoire, les perdants de la croissance. Vous savez que ce sont des pays dont la croissance sont très importantes, mais ce sont des croissances qui ne sont pas liées au développement. Voilà. Ça, c'est un exemple parfait contre le mantra d'un certain nombre d'économistes qui nous dit faites de la croissance et vous verrez le développement. Non, vous avez en Afrique des pays dont la croissance dépasse 10% et pour autant le développement ne suit pas. Et là vous avez dans beaucoup de ces pays, oui, c'est des insurrections. L'islam est utilisé comme un moyen pour faire la guerre, pour exister contre un centre qui les ignore, les méprise, ou contre des régimes, car il faut aussi le dire, la plupart de ces régimes ont échoué pour le bien-être de leur population. Quand je dis échoué, c'est encore, avait-il le désir vraiment de se mobiliser pour? J'en suis absolument pas certain. Je crains même que non. J'ajoute aussi la question des... il me semble important de vous dire... Oui, monsieur aussi parlait de balayer autour de notre porte. Et moi, je voudrais effectivement revenir là-dessus, parce que c'est important. Nous, les Occidentaux, effectivement, les droits de l'homme les droits de l'homme que nous exportons ont été écrits par nous, ont été pensés par nous, s'inscrits dans une histoire assez claire, judéo-chrétienne ou gréco-romaine. Enfin, en tout cas, nous puisons dans ces sources-là, c'est assez évident. Et pour autant, nous sommes les premiers à les mettre à terre, à les oublier, à les trahir. Encore une fois, nous sommes, nous, les petits-fils de la Shoah. Il faut quand même le dire. C'était hier, la Shoah.
C'est juste hier. Prenons l'exemple de la France, la manière dont nous nous sommes comportés dans les guerres, enfin, d'abord dans la colonisation, vous en avez parlé, mais je parle juste de la période d'après-guerre, dans la décolonisation. Les guerres que nous avons conduites au Cameroun, à Madagascar et en Algérie. Puisqu'on parlait de l'impunité, aucun militaire français ayant torturé en Algérie n'a été traduit en justice. Voilà. C'est un crime contre l'humanité, déjà à l'époque. Pour autant, aucun militaire français, et Dieu sait qu'ils ont été nombreux, hein, c'est pas simplement Ossarès et Massu, mais vous avez des régiments entiers qui ont basculé dans la... Je suis en train d'écrire un livre avec l'un de ces généraux. Ce qu'il me raconte est juste hallucinant. C'est juste hallucinant, le degré de la manière dont l'armée française, du moins un certain nombre de régiments, ont franchi la ligne rouge avec, sans regret. Avez-vous entendu un homme politique, un homme politique contemporain de l'époque ou un militaire contemporain de l'époque regretter ce qu'il a fait? Regardez ce que fait l'image qu'a le général Labollardière, un général qui a refusé de torturer en Algérie. Il est aujourd'hui mis encore au banc de Saint-Cyr. Il n'y a il n'y a aucune promotion au nom de Labollardière. Et je voudrais enfin terminer sur les droits humains, puisqu'on a encore une minute si vous voulez bien. D'abord, sachez qu'en Afrique, il y a une demande de droits humains. Simplement, nous, on n'est pas crédibles. Nous, je dis à l'Occident. On n'est plus crédible. On l'incarne, mais on l'a piétiné dans l'histoire. Et on continue, je crois, à le faire sur un certain nombre de plans. Cette demande, elle est très claire. Si vous lisez le rapport qu'a remis Achille Mbembe à Macron, là, donc, vous savez qu'il y a un sommet Afrique-France, cette question est abordée. Et moi, je vais en Afrique, je l'entends. La plupart de vos ONG, il y a des antennes locales. Enfin, c'est pas des Européens qui les dirigent à Bamako. Ce sont des Maliens, des Congolais, des Centrafricains. Cette demande est réelle. Elle est là. Donc, il ne faut pas croire que l'Afrique échappe à cette... Enfin, il n'y a pas de désir, mais bien sûr qu'il y a ce désir. Et j'ajoute juste, et je terminerai là-dessus, il faut savoir aussi que c'est un combat. De toute façon, les droits humains, c'est un combat. Vous les aurez pas, les gens ne vont pas se dire chouette, enfin les gens, du moins ceux qui dirigent, enfin une partie de ceux qui dirigent, ces droits humains remettent en question tout un système de prédation, de domination, et donc vous devez combattre. Donc c'est forcément violent. Il ne faut pas croire, on n'est pas entre gentlemen réunis à la SDN pour discuter du sort de l'Éthiopie. D'ailleurs, ça ne servait à rien, puisque l'Éthiopie, on a laissé les Italiens le prendre. Parce que même quand on est entre gentlemen, on n'est même pas capable de les respecter. Je veux dire par là que c'est un combat. Et les gens en Afrique qui combattent pour ça risquent leur vie. Et on y en meurt. C'est ce que je voulais aussi dire, c'est que sachez que là on parle d'enjeux existentiels et l'Afrique n'échappe pas à la règle. Il y a vraiment des gens qui le veulent, mais le prix à payer pour ce combat-là est vraiment, peut être capital, enfin total. Je vous remercie Laurent. Je vais laisser à Satou le mot de la fin. Pour le coup, il y avait une question sur le décalage qu'on n'avait pas abordé entre texte et réalité sociale. Donc moi, juste pour vous dire qu'à la fin de cette table ronde, je vous invite à aller dans le hall B, où vous avez tout un tas d'ONG qui sont exposantes et qui pourront répondre à vos questions. Vous aurez aussi l'opportunité de faire dédicacer aussi des livres. Et il y a un pot, on peut dire ça comme ça aussi, pour un moment aussi convivial et puis pour continuer à échanger hors les murs. Donc voilà, ne nous quittez pas trop vite. Et je laisse à Satou le mot de la fin pour le coup. Quel honneur, merci beaucoup. Enfin, je pense qu'après Laurent, c'est difficile de faire mieux, mais en tout cas, pour parler de la question du décalage entre cette Afrique des textes respectueux des droits humains, qui les promeut et qui les défend et qui les protège, et enfin, le contexte et les réalités africaines que l'on voit actuellement. La société civile, en tout cas, a différents moyens, et les États, finalement, aussi. Enfin, bien sûr, le plaidoyer, le travail qu'on vient de mentionner, ce combat, il se mène de différentes manières. C'est aussi de la sensibilisation, de l'éducation aux droits humains, du travail au niveau le plus local, national puis local possible. C'est ce combat politique.
vis-à-vis des différents pouvoirs. Quand on faisait le lien tout à l'heure sur les enjeux économiques, des ressources naturelles, etc., on est dans la confiscation du pouvoir par certains et par cet accaparement du pouvoir, que ce soit le pouvoir politique, le pouvoir économique, tout est lié. Et cette question où effectivement on a cette Afrique qui est très jeune, démographiquement parlant, et qui veut réinventer les choses, qui veut sortir de cette situation de effectivement domination, etc., et qui se donne les moyens. Donc encore une fois, ce combat se mène aussi sur le plan politique. Et peut-être que l'une des armes qu'on a mentionnées un peu tout à l'heure, mais l'arme contentieuse, l'action judiciaire, lutter contre l'impunité et que les plus hauts responsables soient tenus face à justement à leurs responsabilités, répondre de leurs actes devant la justice et qu'il y ait des peines pour les violations qui sont commises, c'est une arme aussi importante. Et ça doit se faire bien sûr au niveau le plus près possible des victimes, des personnes qui survivent à ces violences et au niveau national. Mais je pense que c'est un peu ce qu'on essaye de faire au niveau de la société civile. Il y a aussi des organes de l'Union africaine qui travaillent. On ne peut pas éluder le travail de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Chaque région a aussi sa Cour de justice. La Cour de la CEDEAO est celle qui est la plus avancée et qui essaie vraiment de tenir les États vraiment responsables de tout ça. Mais c'est un combat effectivement de longue haleine. Et pour le coup, la société civile est peut-être, oui, très, très impliquée, mais c'est beaucoup aussi de travail de sensibilisation, de médiatisation, de conflits parfois qui sont oubliés. Je vous remercie d'avoir cité le Burundi tout à l'heure, parce que j'étais aussi au Burundi juste avant la crise avec de Nkurunziza, en février 2015 exactement. Et c'est hallucinant de voir que la société civile là-bas actuellement est marginalisée, exilée, ne peut pas travailler, jusqu'au jour d'aujourd'hui. On est en 2021 avec un nouveau président, le président Ndayishimiye, et pour autant, les défenseurs et les défenseuses des droits humains sont pieds et poings liés, quasiment. Donc on a aussi besoin de ce travail de visibilité, d'une communication, d'un effort médiatique qui soit fait pour que tous ces sujets ou tous ces conflits oubliés puissent aussi être au haut de l'agenda. Merci. Un grand merci Assatou, un grand merci Laurent, un grand merci Gérard, un grand merci André Franck. Et écoutez, je vous invite à continuer les échanges de manière plus informelle, donc dans le hall B. Merci à tous pour votre présence.